Laurent Di Filippo est maître de conférences en sciences de l'information et de la communication. A fait un double doctorat en SIC et en études scandinaves, intitulé Du mythe au jeu, approche anthropo-communicationnelle du Nord, des récits médiévaux scandinaves, MMORPG et John Conan, Hyborian Adventures. Il est membre du Centre de recherche sur les médiations et membre associé de l'unité mixte de recherche dynamique européenne. Ses recherches de thèse portaient sur la réutilisation de la mythologie nordique dans les médias contemporains, principalement les jeux de rôle en ligne massivement multijoueurs. Il élargit aujourd'hui ses recherches sur la réception des récits mythiques aux jeux de rôle et à différents médias. Il s'intéresse également aux questions relatives à la transmédialité et à la réflexion en sciences de l'interdisciplinarité. Laurent Di Filippo est fondateur du groupe de recherche Culture et Monde ludique et il est également responsable de la première année du parcours conception de dispositifs ludiques du master AMINJ de l'Université de Lorraine. Bienvenue. Merci beaucoup pour cette présentation, ça va là voilà, tu as tout dit. Merci pour ça. Il y a juste une petite erreur. Studio Ernestine, c'est le studio dans lequel je travaillais en post-doctorat. Donc c'était un studio de développement de jeux vidéo. Non, c'est plus ça. Donc merci aux organisateurs pour l'invitation, pour me donner l'opportunité justement de parler de ce thème des jeux de rôle sur lesquels je travaille donc depuis 2-3 ans maintenant, après avoir travaillé sur les jeux en ligne. Alors, pour rentrer tout de suite dans le vif du sujet, je vais vous montrer un petit exemple. Donc, c'est le 4e chapitre d'un supplément qui s'appelle le Vikings Campaign Sourcebook pour la seconde édition de ADD, donc de Advanced Dungeons and Dragons, est consacrée à la magie des runes. Et la première page de ce chapitre, elle présente 2 strophes d'un poème intitulé, alors ici on nous donne le titre en anglais, Sayings of the High One, donc en français les dits du Très-Haut, et en vieux norrois, ce poème s'appelle les Havamaul. En fait, on trouve ce poème dans un recueil islandais du XIIIe siècle qui s'appelle l'Edda poétique, et je vais revenir après. Et voilà, donc vous voyez que vous avez une petite strophe en haut, je ne vais pas vous les lire, et une petite strophe en bas à droite. Alors, cet exemple, il nous montre qu'on peut retrouver des références aux sources médiévales scandinaves dans les jeux de rôle papier, et ici notamment dans Donjons et Dragons. Alors, bon, je le redis, mais bon, tout le monde ici le sait, Donjons et Dragons, c'est le premier jeu de rôle papier qui a connu un succès commercial, on va le dire comme ça, parce que évidemment il y a des choses qui existaient avant. Il est publié en 1974 pour la première fois, et on en est aujourd'hui à la 5e édition, qui est sortie en 2014, qui connaît un succès important. On est un peu dans une phase comme ça de renouveau du jeu de rôle, qui est porté aussi, et toujours par Donjons et Dragons. Et l'exemple que je vous ai montré, il montre que dans les ouvrages du jeu, on trouve des références à ce qu'on peut appeler aujourd'hui les mythes nordiques, même si l'appellation pose question, mais aussi à la période dite viking. Et dans le cadre de cette conférence sur la transmission littéraire, ce que j'ai proposé de faire, ou je vous propose de réfléchir aux manières dont un jeu présente des références aux récits médiévaux scandinaves et à leurs sources. Alors, j'envisage, parce qu'il y a plusieurs manières de l'envisager, tu le disais très bien, Grégory, au début du colloque, plusieurs manières d'envisager ce qu'on entend par transmission littéraire. Donc, moi, je l'entends ici. Je vais évoquer, à travers ce terme, les manières dont les récits ont été transmis entre le Moyen-Âge et les jeux contemporains, donc au sens de transmission culturelle, diffusion, histoire de la réception, ce qu'on appelle en littérature l'histoire de la réception. Donc, il ne s'agit pas juste d'adaptation ou du jeu de rôle comme expérience littéraire ou savoir littéraire, voilà, qui étaient les autres angles. Donc je préfère le préciser comme ça dès le début. Donc, je vous disais, je travaille maintenant depuis quelques années sur les jeux de rôle, sur Donjons et Dragons essentiellement, et j'ai déjà, en fait, la communication d'aujourd'hui, elle porte sur 3 études, c'est plutôt donc une synthèse en fait de 3 études que j'ai déjà pu faire. L'une sur le supplément Gods, Demigods and Heroes, qui a été publié en 1976, et ses éditions ultérieures, donc là qui traite de la présentation, on va dire, du panthéon nordique pour le jeu Donjons et Dragons,
une autre étude, alors là il y a un article pour ceux que ça intéresse qui a été publié dans la revue Fantasy Arts and Studies, le numéro 6. Une autre étude sur le Vikings Campaign Sourcebook, donc, qui avait été présentée au colloque des Imaginales en 2018 et qui a été publiée dans les actes de ce colloque. Donc vous retrouverez, donc c'est un livre qui s'appelle Fantasy et Histoire. Et une troisième étude sur Planescape, qui est un cadre de campagne. Je vois Yoann qui sourit parce qu'il a vu la présentation. Donc Planescape, c'est un cadre de campagne qui présente le multivers de Donjons et Dragons, qui s'appuie, et puis ça je vous montrerai tout à l'heure, sur des premières élaborations de Gary Gygax dans les années 70. Et ensuite, ça s'est développé, et où une partie est consacrée justement aux dieux mythes nordiques, comme vous le verrez. Donc voilà, je m'appuierai sur des exemples qui sont tirés de ces trois études. Alors rapidement, aujourd'hui, ce dont je vais vous parler, selon trois angles, mon plan, quoi. C'est d'abord de la diversité des sources scandinaves et de leur uniformisation dans le cadre des jeux, ou de la manière dont elles sont présentées dans les jeux. Le deuxième point, ça sera la continuité non linéaire, ce que j'ai appelé dans ma thèse continuité non linéaire de la transmission des sources entre le Moyen-Âge et le XXe, XXIe siècle. Et enfin, dans un troisième point, l'histoire de la réception et le renouvellement des significations. Donc là, je reviendrai à de la théorie littéraire notamment celle de Hans Robert Jauss, mais surtout de Hans Blumenberg, donc, qui ont travaillé sur ces questions de réception et de transmission. Et puis je terminerai sur une petite ouverture sur les questions de mémoire et d'oubli, éventuellement ce que ça peut proposer comme réflexion sur comment on pourrait peut-être faire des propositions pour faire des jeux. Alors je ne vais pas dire autrement, mais on verra. Alors repensez, parce que moi j'y ai beaucoup pensé quand Gaspard faisait sa présentation ce matin. Là je vais vous parler de mythe nordique et essayer de penser de quelle manière ça peut s'appliquer aussi pour Lovecraft, en fait, ces trois angles pour rentrer dans la transmission littéraire. Voilà. Donc, tout d'abord, donc je disais, des sources de la diversité à l'uniformisation. Alors, très rapidement, parce que là, on ne va pas rentrer dans le détail, les principales sources écrites, quand on parle de mythes nordiques, ou quand moi je parle de récits médiévaux scandinaves, alors, les sources principales sont islandaises. Vous avez notamment l'Edda en prose, l'Edda poétique, les sagas, la poésie skaldique, l'histoire des rois de Norvège. Ce qui est intéressant, c'est que ces sources, en réalité, alors déjà, elles sont nombreuses, elles sont variées, elles sont même parfois contradictoires. Il y a d'ailleurs un des principaux chercheurs qui s'appelle Anthony Fawkes, en études scandinaves, qui nous dit, qui le présente comme ça, je le cite, donc, ce qu'on appelle la mythologie nordique, c'est, je cite, un ensemble désorganisé de traditions conflictuelles qui n'a sans doute jamais été réduit à une orthodoxie telle que Snorri, alors c'est Snorri Sturluson, telle que Snorri essaie de la présenter. Snorri Sturluson, dont on pense qu'il est l'auteur de l'Edda en prose, mais ça c'est sujet à caution. Donc déjà, des sources variées, des sources aussi, quand on parle des sagas, qui parlent d'une époque et d'un lieu qui n'est pas forcément celle où c'est écrit, c'est-à-dire quand on parle c'est un peu des Vikings, des sagas, c'est écrit plusieurs siècles après et en Islande, alors que les Vikings généralement sont plutôt norvégiens, danois, puis un peu suédois. Donc ça, il faut le garder en tête. C'est pas des livres sacrés au sens des religions du livre. L'Edda en prose de Snorri Sturluson, comme je disais, c'est en fait un manuel de poésie. Donc qui propose justement de présenter non seulement les histoires qu'il faut connaître pour écrire de la poésie en Islande au Moyen-Âge, donc c'est ça qu'aujourd'hui on pense qu'étaient les mythes, en fait c'est déjà une réécriture, et aussi des formes poétiques, comment est-ce qu'on compose, tout ça c'est dans son ouvrage. L'Edda poétique, comme je disais, c'est un recueil de poèmes, plutôt des poèmes de cour. Alors, voilà, les choses auxquelles, donc contre quelques idées reçues, parce que souvent on imagine justement que les mythes nordiques, ce qu'on appelle les mythes nordiques, c'est des croyances païennes, pré-chrétiennes, mais beaucoup des sources écrites islandaises datent de bien après la christianisation de l'Islande, donc du XIIe, XIIIe siècle, voire après. En plus, on n'a plus les manuscrits originaux, c'est des copies, et à l'époque, chaque copie transforme un petit peu le texte, alors que l'Islande a été christianisée autour de l'an 1000. Donc l'influence chrétienne aussi est très importante, et du coup, de manière un peu ironique, ce qui est intéressant ou rigolo, je ne sais pas, c'est que c'est le christianisme finalement qui amène l'écriture et qui font qu'en fait ces traditions sont conservées de cette façon.
Je le disais, hein, c'est la poésie skaldique notamment, c'est une poésie de cour, donc elle est essentiellement aussi à destination des chefs. Il y a des variations, comme je vous le disais, hein, entre ces différentes sources, alors, notamment géographiques. Hein, ça, c'est un chercheur qui a montré que si on regardait un petit peu les toponymes en Scandinavie, on voyait qu'en fait, on en retrouvait plus qui faisaient référence à certains dieux dans certains endroits que dans d'autres, ce qui fait qu'on peut imaginer, alors ça aussi, hein, c'est toujours soumis à discussion, mais on peut imaginer que certains dieux étaient plus vénérés dans certaines régions que dans d'autres, contrairement à la vision un peu sous forme de panthéon qu'on a dans l'Éda en prose. Des variations temporelles, hein, au cours du temps, ça a pu évoluer, des variations sociales, comme je disais, une mythologie, de la poésie destinée aux chefs. Odin, qui est un dieu qui est plutôt le dieu des chefs, est mis en avant dans cette mythologie-là, mais en réalité, là aussi, il y a des études qui ont montré que dans les sagas ou dans d'autres textes, on n'a quasiment aucun rituel qui fait référence à Odin. Par contre, on a des rituels pour Thor, pour Freyr et d'autres dieux. Donc là aussi, peut-être que suivant les couches sociales, voilà, on vénérait, certains dieux avaient plus d'importance que d'autres, contrairement à la vision un peu monolithique d'un panthéon. Donc ça doit remettre en question cette représentation de l'uniformité des croyances médiévales scandinaves, comme on la trouve alors dans de nombreux ouvrages aussi destinés au grand public, dans tout ce qui est, vous savez, encyclopédie des mythes et légendes du monde chez Larousse, voilà, tout ce genre de bouquins. Pour en venir à Donjons et Dragons, hein, je disais, première édition publiée en 1974, qui a été complétée dans les années qui suivent par plusieurs ouvrages, alors sur la magie, sur la description de 2 univers de jeu, et sur un supplément, c'est celui qui nous intéresse, portant sur les divinités et les héros. Donc il est intitulé Gods, Demigods and Heroes, il est publié en 1976, donc vous avez la couverture ici, et il contient des descriptions nombreuses, alors mythologie et croyances en provenance d'aires culturelles et historiques variées, alors par exemple égyptienne, indienne, grecque, celte, nordique, finlandaise. Aussi des mythologies fictionnelles, hein. Vous avez les dieux de l'âge ivorien, donc de Robert Irvin Howard et son héros Conan, Melnibonéenne pour les aventures d'Elric, et un peu plus tard vous aurez aussi le mythe de Cthulhu justement qui est présenté, et puis après il sera enlevé pour des questions de droit. Et donc, dans ce volume, les dieux nordiques sont décrits pour la première fois pour Donjons et Dragons, donc ça participe directement à la réception des mythes nordiques, et ils sont présentés justement à la façon d'un panthéon, avec Odin à la tête des dieux, et ensuite tous les autres dieux en dessous. Donc, l'objectif des auteurs de ce livre, c'était de montrer, en réalité, enfin, au départ, hein, c'était ça, c'était qu'il fallait montrer à quel point il était ridicule d'avoir des campagnes avec des personnages qui étaient si puissants, hein, donc level 40, 44 ou plus, c'est l'exemple qu'ils prennent, si puissants qu'ils pourraient facilement tuer n'importe qui, même des dieux. Alors, d'après certains auteurs, ça a eu en fait l'effet inverse. Il y en a qui ont pris ça comme un manuel des monstres. Ils se sont dit, bah voilà, quand on est arrivé à ce niveau, voilà ce qu'on peut aller affronter. Bon, on a raté. Ça, c'est aussi juste la question de la réception par les joueurs. Hein. Ce qu'ils font, finalement, n'est pas forcément ce qu'on attend d'eux, comme souvent en jeu de rôle. Mais donc, ce qui est intéressant pour notre propos aujourd'hui, c'est la manière dont ils présentent ce qu'est une mythologie. Donc là, on me dit que c'est un ensemble de mythes qui parlent des dieux, des demi-dieux et de héros de certains peuples, qui impliquent du surnaturel. Le mythe est aussi défini comme une légende. Et il y a une part d'interprétation quand on traite de ce genre de matériaux, et qu'ici, c'est l'interprétation justement des auteurs. Donc c'est une interprétation parmi d'autres. Donc ça, c'est intéressant parce que ça nuance un peu. Donc je vous disais, après, il y a toutes ces mythologies qui sont présentées. Donc là, on a 2 points qui sont importants à garder en tête quand on parle de mythes. Alors c'est que finalement, la définition qu'il donne là, c'est celle qui émerge à la fin du XVIIIe siècle, début du XIXe siècle surtout, qui présente le mythe comme des croyances anciennes. C'est le terme qui vient remplacer le terme de fable, qui était d'usage avant, qui ne mettait pas forcément en avant la question de la croyance, comme va le faire la notion de mythe, qui en fait sert justement à changer cette idée en disant que c'était les croyances de ces peuples avant que le christianisme, croyances pré-chrétiennes ou païennes. Et donc, comme je disais, la présentation sous forme de panthéon, elle est issue essentiellement d'une source, c'est l'Éda en prose. Suite à cela, presque toutes les éditions
de Donjons et Dragons ont eu leur supplément à propos des dieux. Donc vous avez une petite liste là, d'une édition à l'autre. Souvent, le contenu s'étoffe et le volume du manuel grossit. L'édition pour deuxième édition de Advanced Dungeons and Dragons, de ADD, rajoute d'ailleurs un certain nombre d'informations historiques sur les Vikings et leur culture. Donc en plus, on fait le lien avec une culture historique. Alors là, on peut dire, si je dis réel, fictionnel, vous comprenez pourquoi j'utiliserai ces termes, même s'ils sont soumis, bien entendu, à discussion, donc d'ère culturelle réelle. On présente cette matière-là comme dépassant le cadre de la fiction. Dans la troisième édition, là, il n'y a que 3 mythologies qui sont encore présentes, grecque, égyptienne, nordique. Donc ça montre l'importance aussi de cette matière et de cette mythologie dans l'imaginaire ludique contemporain et dans les industries culturelles en général. La quatrième édition, par contre, elle laissera cette dimension de côté. Seules quelques références indirectes sont faites dans un supplément qui est consacré au plan d'existence, mais là, il n'y a quasiment plus rien. Et dans la cinquième édition, les panthéons sont cités dans le livre de base de Donjons et Dragons, mais au vu de la politique commerciale actuelle, il n'y a quasiment aucune chance qu'un livre spécifique dédié au Panthéon soit publié, parce qu'on est plutôt dans une dynamique où on présente des campagnes avant tout, et puis parfois des éléments d'univers. Donc voilà, ça montre aussi le caractère évolutif du jeu en tant qu'activité culturelle et l'hétérogénéité des productions, dont il faut aussi tenir compte lorsqu'on analyse les processus de réception des mythes. Voilà, et donc j'avais mis aussi pour l'anecdote, la version pour ADD 1 montre Odin chevauchant son cheval Sleipnir avec ses 2 loups et puis ses corbeaux qui volent dans le ciel. Et puis on verra encore une autre image d'Odin après. Dans une représentation alors un héritage wagnérien là, avec le casque ailé, la lance, etc. Et je vous en montrerai d'autres exemples après. Donc premier petit bilan sur ce premier axe. Donc, on peut relever plusieurs points qui nous aident à comprendre les manières dont le jeu transmet des représentations particulières. Donc la vision du Panthéon, comme je le disais, c'est une source en particulier, donc on perd la diversité qu'il pouvait y avoir dans les sources scandinaves. On perd aussi le fait que ces sources elles sont très marquées, que ce soit par le christianisme, comme je l'ai déjà dit, mais aussi les références à l'Antiquité grecque, qu'on trouve chez Snorri, et notamment la guerre de Troie. Aussi le fait, comme je l'ai dit avant, que c'est un manuel de poésie, que ce n'est pas des croyances. Ce n'est pas forcément représentatif de la période viking, mais plutôt c'est bien plus tardif, etc. etc. Et justement, la vision d'un panthéon nordique, elle a été remise en question par des chercheurs. Enfin, actuellement, c'est questionné, notamment par un chercheur qui s'appelle Terry Gunnell. Alors, en termes théoriques, ce qui est intéressant pour la transmission littéraire, c'est qu'on constate un double processus. Alors là aussi, on revient un peu à ce qu'on disait sur Lovecraft ce matin. Un processus d'uniformisation, donc on essaye de donner une vision uniforme des récits, sans montrer la diversité des sources. Ça fait que s'il y a une vision particulière qui prédomine, et un processus, à côté de ça, d'universalisation du mythe, enfin de la notion de mythe. Il y aurait eu des mythes et des mythologies partout. Elles peuvent être mises en parallèle les unes des autres, elles auraient plus ou moins la même valeur, parce qu'on voit que dans le manuel, elles sont toutes mises comme ça, comme je disais, les unes à la suite des autres, ou en parallèle. Donc on les présente toutes comme des croyances qui se valent. Il y a eu des mythes partout, tout le temps, dans toutes les régions. Mais du coup, on perd l'idée que les sources peuvent avoir des rapports entre elles, comme je disais, cette mention des sources grecques, les influences chrétiennes, donc des traces de ce que Michel Espagne appellerait des transferts culturels. Donc on assiste aussi à des formes d'oubli. Et donc moi, j'avais proposé la définition pour le processus d'universalisation. C'est des procédés par lesquels, par abstraction et assimilation, une idée ou un phénomène est présenté comme étant valide en tout temps et en tout lieu. Donc voilà pour ce premier angle. Le deuxième, qui me semble intéressant de mettre en lumière quand on questionne la transmission littéraire, entre le Moyen-Âge et aujourd'hui, c'est les manières dont les emprunts se font de façon plus ou moins directe. Alors là aussi, un petit exemple tiré du manuel sur le cadre de campagne viking, que je citais au début, Vikings Campaign Source Book. L'auteur propose, à la fin d'une partie historique qu'il fait au début du livre, l'auteur propose un ensemble de lectures complémentaires, et parmi lesquelles il cite notamment un ensemble de manuels contemporains destinés au grand public sur l'histoire des Vikings.
ainsi qu'une liste de sagas et il cite l'Edda en prose à la fin. Donc ça nous donne des pistes, disant que les créateurs se réfèrent déjà pas directement à toutes les sources originales, mais aussi à des manuels qui font des synthèses, mais aussi à des traductions, évidemment. Ils ne renvoient pas au texte en vieux norrois. Dans le texte, voilà, les créateurs ne vont pas lire le vieux norrois. Oui, ça semble cocasse quand je dis, mais je pense que c'est important. Donc on a là des emprunts plus ou moins directs. Alors ce qui est, parmi les anecdotes qui sont citées par rapport à cet ouvrage, il est dit qu'en fait l'auteur, c'est David Zeb Cook, se promenait tout le temps avec une version Penguin des sagas dans sa poche, un peu égornée. Donc c'était vraiment quelqu'un qui aimait cette littérature-là, cette matière-là, pardon. Et ça, il faut aussi noter que l'ouvrage sur les Vikings, le cadre de campagne historique Vikings, c'est le premier d'une série de cadres de campagne historique. Donc il commence par là. Donc ça aussi, c'est intéressant pour voir l'intérêt pour cette matière-là. Autre chose qui montre les réceptions intermédiaires et leur influence jusqu'à aujourd'hui. Donc ça, c'est une illustration qui se trouve dans la dernière page de l'ouvrage dont je vous parlais avant, Gods, Demigods and Heroes, en 1976, qui représente le dieu Odin, c'est écrit en bas, assis sur son trône, qui tient une lance, entouré par ses corbeaux, Hugin et Munin, et à ses pieds ses deux loups, Geri et Freki. Donc là, présenté dans un style, encore une fois, très wagnérien, avec un casque ailé typique de ces représentations du 19e siècle et qu'on trouve encore aujourd'hui. Alors ça, c'est une peinture qui est signée Jacques Reich. C'est un peintre d'origine hongroise qui a été naturalisé américain et qui a vécu entre la fin du 19e siècle et le début du 20e, mais qui s'est lui-même appuyé sur une gravure d'un illustrateur allemand, donc de l'illustrateur allemand Johannes Gertz, que voici. Donc vous voyez que c'est la même image, retravaillée, enfin, dans l'autre sens du coup, c'était la source. Et cette gravure date de 1901 pour un ouvrage qui s'appelait Valhall, Germanische Götter und Heldensagen für Alt und Jung und Deutschland. Donc c'est un livre à propos des mythes nordiques. Donc vous voyez, ces différentes réceptions intermédiaires qui passent aussi beaucoup par le 19e siècle. On va trouver aussi dans plusieurs ouvrages de Donjons et Dragons des représentations de Valkyrie, toujours dans ce style hérité des costumes de Wagner. Donc elles chevauchent un cheval ailé, elles sont armées d'une lance, elles ont une armure, souvent avec la poitrine saillante, le casque ailé qui revient tout le temps. Donc je vous montre ici une photo justement de Amalie Materna. Ça a été la première Brunhilde à Bayreuth, donc dans les opéras de Wagner, avec Cocotte, c'était le cheval qui a été offert par Louis II de Bavière. Mais donc vous voyez qu'on retrouve ces éléments. Elle est armée d'une lance, elle a un casque dont les pointes sont soit des ailes ou des cornes, une cape sur le dos, l'armure aussi. Et à côté, vous avez une illustration du début du XXe siècle par un fameux illustrateur, Arthur Rackham, qui représente également Bruni. C'est une très belle illustration. Qui, justement, dans un ouvrage qui est dédié, plutôt qui sert à illustrer les opéras de Wagner, The Rheingold and the Valkyrie, publié à Londres. On va avoir d'autres types d'illustrations des dieux nordiques encore. Alors là, c'est dans la version de 1980 de Deities and Demigods, donc pour ADD 1. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a justement des codes qui se mélangent, qui reprennent aussi bien, donc, on en parlait, les codes des costumes de Wagner, toujours avec ses casques ailés, des casques à cornes, etc., mais mélangés avec un style qui est proche de celui des comics, qui est justement très important visuellement au début des années 80 dans cette culture, qu'on pourrait dire culture geek si on veut. Mais en tout cas, là, on voit justement le mélange des deux. Encore une fois, des réceptions comme ça, intermédiaires et contemporaines à chaque fois. Sur les différences entre les versions, on peut voir des évolutions dans les références qui sont faites aux sources au fur et à mesure. Alors là, je vous prends l'exemple de Loki, parce que dans la première version de 1976, Loki est présenté comme le fils adoptif d'Odin. Or, cette filiation, on ne la retrouve pas du tout dans les textes du Moyen-Âge, mais c'est une invention des comics américains Marvel, donc, qui est repris ici dans le jeu. Et dans les versions suivantes, déjà en 1980, pour ADD, Loki est présenté alors là comme le frère de sang d'Odin, et là c'est intéressant, parce qu'en fait ça correspond à un des poèmes édiques, donc un des poèmes de l'Edda poétique, qui s'appelle la Lokasena, et c'est justement Loki qui va
dans une espèce de joute verbale, insulter tous les dieux autour de lui. Et c'est là qu'on apprend qu'il a eu un pacte de sang avec Odin, en tout cas dans cette version-là. Donc on revient à une source médiévale, on oublie Marvel, et on revient au poème. Et après, dans une version ultérieure, il est simplement dit que Loki est autorisé à rester parmi les As pour les grands services qu'il a rendus à Asgard. Donc il rend des services aussi aux dieux, donc il peut rester là, etc. etc. Donc, ces différents exemples, ils montrent que les processus de réception ne sont pas des emprunts directs déjà, des productions ludiques aux sources médiévales, mais ils sont une recomposition de multiples sources et d'emprunts à des sources intermédiaires, parfois même récentes, comme je le disais avec les comics. Et entre le Moyen-Âge et les jeux contemporains, il y a donc des moments de réception intermédiaires. Ce que j'ai cité, Wagner, les comics Marvel, des manuels de synthèse. Alors, ce qui est intéressant, c'est que d'un côté, il y a une forme de continuité dans la réception. On voit bien qu'au fur et à mesure du temps, ça évolue, mais on observe aussi des retours en arrière, des retours aux sources. Ça s'est beaucoup vu ou fait au XIXe siècle, quand la philologie allemande, notamment, a permis de mieux comprendre le vieux norrois, tout le travail sur la langue norroise qui a permis un retour aux sources. Et donc on a pu revenir aux textes originaux. Donc on voit toujours au fur et à mesure du temps ces espèces d'allers-retours. En même temps ça avance, mais on revient. Aujourd'hui on sait aussi que l'archéologie a beaucoup fait avancer, donc on vient à d'autres types de sources aussi historiques, etc. Donc c'est un peu plus compliqué. C'est pas juste, comme je vais le dire, suivre la flèche du temps, c'est pas juste une évolution, linéaire. Donc c'est ce que j'ai appelé justement une continuité non linéaire. Donc c'est les différentes étapes donnent lieu à des productions faisant référence à de multiples étapes passées. C'est pas un simple enchaînement chronologique qui ferait référence où une étape ferait uniquement référence à la précédente, mais chaque nouvelle étape peut faire référence à de multiples étapes passées ou moments de l'histoire. Donc voilà pour cette continuité. Et enfin, dernier axe, c'est bon, les nouvelles significations. Donc ça, c'est pour en revenir à la question de la réception, alors plutôt l'esthétique de la réception et le travail sur le mythe de Blumenberg, comme je disais. Là, je vais prendre des exemples. Alors sur le multivers de Donjons et Dragons, et donc comment est-ce qu'on construit un espace cosmologique. Alors, les premières mentions du multivers de Donjons et Dragons, ils apparaissent en fait 3 ans après la publication du jeu, et on trouve déjà des références aux récits médiévaux scandinaves. J'ai mis une petite flèche là. Donc c'est en 77, Gary Gygax qui écrit un article à propos des différents plans d'existence. Donc ces différents paradis, enfers autour du monde. Je vais vous montrer un schéma après. Et parmi tous ces plans, on voit apparaître le nom de Gladsheim. Et Gladsheim, en fait, ça fait référence à un lieu. Alors c'est l'habitat d'Odin sous différentes formes selon les sources, mais bon, voilà, c'est là où habiterait Odin. Un an plus tard, il va réutiliser ces informations-là, mais dans le manuel des joueurs pour ADD, et il ajoute, en plus, donc ça c'est la capture d'en bas, que Gladsheim incorpore Asgard, Valhalla, Vanaheim, etc. Donc on reconnaît encore une fois plusieurs références aux mythes nordiques. Je ne vais pas parler là, forcément des sources pour Gladsheim, mais donc on voit que ça se précise. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'il dit pour ADD que ce plan fait référence en fait à quelque chose qui est chaotic, good, neutrals. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Voici la structure du multivers. Donc, pour comprendre justement ce chaotic, good, neutrals, il faut regarder ce diagramme et comment les plans sont situés sur le multivers. Le plan primaire, donc ça c'est le monde d'aventure habituel, ça peut être les royaumes oubliés, ça peut être Greyhawk, Dragonlance, etc. Il est au milieu, et les plans extérieurs, donc tous ces paradis et ces enfers, sont disposés autour de celui-ci après les plans positifs et négatifs et les plans élémentaires. Et les plans extérieurs, donc, que vous voyez sur la figure du bas, ils sont arrangés d'une certaine façon. Gladsheim, il est en haut à droite. Et ce n'est pas choisi au hasard, puisque voilà le schéma des alignements de Donjons et Dragons. Donc les alignements, c'est l'organisation axiomatique des principes moraux de l'univers, composé de 2 oppositions, un axe bien-mal et un axe loi-chaos. Et loi-chaos, c'est inspiré des œuvres littéraires de Poul Anderson, qui a ensuite été repris par Michael Moorcock, et ce qui fait 9 possibilités. Et du coup, Gladsheim, sur le schéma, il est à peu près situé entre
l'alignement chaotique bon et l'alignement chaotique neutre. Tout ça, ça va être développé dans le cadre d'Aventure Planescape, que je vous disais, donc qui s'appuie aussi sur un manuel des plans qui était paru, qui s'appuie sur cette structure-là, et plus spécifiquement dans un supplément qui s'appelle Planes of Chaos. Donc on est toujours dans l'idée de ces plans chaotiques. Et Gladsheim devient à ce moment-là, prend le nom de Isgard, et ils disent dedans qu'en fait c'est le vrai nom que les habitants du plan lui donnent. Et Gladsheim, en fait, c'est le nom que les mortels donnent à ce plan. Ouais. Donc ça, c'est la grande roue cosmique. On retrouve, c'est encore une fois un schéma du multivers. Vous voyez Isgard toujours en haut à droite, donc à l'endroit des chaotiques. Bon. Donc pour théoriser un tout petit peu ça, donc on peut s'appuyer sur les théories de la réception, notamment développées par l'école de Constance. Alors les deux principaux auteurs de cette école, c'est Hans Robert Jauss, comme je disais, et Wolfgang Iser, dans le cadre d'un groupe de recherche qui s'appelait Poétique und Hermeneutik. Et Jauss va développer ses idées dans son ouvrage Pour une esthétique de la réception. Et en fait, lui, il s'intéresse surtout à la réception d'une même œuvre au cours du temps, et qui dit qu'en fait, la signification qu'on donne à une œuvre, elle dépend aussi des récepteurs à un moment donné qui ont un horizon d'attente, ce qu'il appelle un horizon d'attente particulier, donc qui fait qu'ils vont projeter aussi certaines significations. Et un petit passage qui est intéressant, il nous dit que cette précompréhension du lecteur inclut des attentes concrètes correspondant à l'horizon de ses intérêts, désirs, besoins et expériences, tels qu'ils sont déterminés par la société et la classe à laquelle il appartient, aussi bien que par son histoire individuelle. Il n'est guère besoin d'insister sur le fait qu'à cet horizon d'attente, concernant le monde et la vie, sont intégrées aussi déjà des expériences littéraires antérieures. C'est en fait, donc, ça veut dire recontextualiser aussi à chaque fois ces nouvelles réceptions d'œuvres. Bon, je vais passer un tout petit peu plus rapidement là-dessus pour en fait arriver au potentiel d'efficacité de Blumenberg. Donc moi, c'est plutôt sur lui que je me suis appuyé. C'est un philosophe allemand, phénoménologue, qui a aussi fait partie de ce groupe de chercheurs, mais qui l'a quitté assez rapidement, parce qu'il n'était pas tout à fait en accord avec eux. Et pour lui, il ne faut pas faire de séparation stricte entre production et réception, car chaque réception, c'est aussi une nouvelle production. Donc ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il va dire sur le potentiel d'efficacité des mythes et leur signification. Et là, il nous dit que la significativité, c'est le résultat non pas d'une réserve constituée. Les mythes ne signifient pas toujours déjà ce que leur interprétation et leur élaboration en font. Donc en fait, le sens, il ne vient pas des origines de ce mythe, mais elles s'enrichissent à partir des configurations dans lesquelles ils entrent et auxquelles ils sont rapportés. Du coup, là, ça va bien avec, on le voit, la structure du multivers. C'est-à-dire que ça intègre une nouvelle structure, ça prend sens avec les axiologies de l'univers, l'opposition, loi, chaos, bien, mal. Donc on se retrouve... ces références au mythe nordique prennent sens dans le fait aussi que c'est un plan chaotique bon, chaotique neutre dans le jeu. Alors là, on pourra en discuter pendant les questions. Donc, juste pour dire, il a plus tard écrit un livre qui s'appelle Travail sur le mythe. Et donc le travail sur le mythe, c'est pour ça que c'est intéressant en termes d'histoire de la réception, c'est des changements, des transformations continuelles, un travail continuel sur la matière mythique, dans de nouvelles situations et à travers de nouveaux usages. Donc en fait, on est toujours toujours dans un éloignement des origines plutôt que dans un retour aux origines, comme le voudraient certaines théories qui disent que l'usage des mythes contemporains, c'est un retour vers le passé, une volonté de retour vers le passé. Non, là, plus on avance, plus ça se transforme. Donc c'est aussi des changements continuels dans la culture en général. Et donc on peut voir la transmission littéraire comme un travail sur un ou des textes, donc des transformations continuelles et des renouvellements de sens. Donc ça nous permet de faire le lien pour conclure en fait on est dans des formes de dynamique mémorielle, donc des constructions de relations entre le passé et le présent, mais toujours pour servir le présent. C'est penser à quoi ça sert aujourd'hui, pas à ce que ça a servi pour le passé. Et donc je vous l'ai montré, différentes formes d'oubli. Ça peut être du contexte des sources. La mémoire va toujours de pair, on va dire, avec l'oubli. On a toujours des transformations qui font qu'il y a des pertes. L'oubli du contexte, l'oubli des réceptions intermédiaires, ou alors, pas de manière explicite, on ne le dit pas. L'oubli aussi de certaines sources ou de certaines parties de ces sources. Et donc, de manière générale, on est dans cette cette problématique de la continuité et du changement, des rapprochements qu'on peut faire entre les sources, mais aussi des brisures, comme on peut le casser. Et du coup, ma dernière proposition, ouverture, c'est aussi pour des créateurs de jeux,
Souvent, quand on fait de la construction de monde ou ce qu'on appelle du world building, on va chercher à mettre de la cohérence dans le monde. Et en fait, moi, je me pose la question, si, au contraire, en revenant à la variété des sources, en revenant à leurs différents contextes, en revenant à leur évolution, on ne pourrait pas s'appuyer justement sur cette diversité, créer, pas de l'incohérence, mais créer de la variété qui ferait que justement on n'est pas dans cette recherche de la cohérence, mais de montrer différentes expériences. Voilà. Qu'est-ce que ça pourrait nous donner en termes de construction de monde de jeu? Je pense que c'est une autre perspective qu'on peut adopter, que certains jeux font aujourd'hui, mais ça reste encore léger. Mais on pourrait mettre ça un peu peut-être au centre des constructions d'univers. Voilà, donc ça c'est plus de la matière à penser comme ça. Je vous remercie pour votre attention. Alors, s'il y a des remarques de la part de la salle, on va faire des petits trucs sympathiques. On peut se réguler entre nous, deviner à qui j'emprunte cette technique. Mais vous faites des petits 1 ou des petits 2 sur votre ordre de parole. Donc Audrey, puis comme au départ, vous pouvez passer à 1. Je me demandais dans quelle mesure tu vas regarder ce qu'on peut considérer comme le max du coup de l'univers que tu présentes. Est-ce que la multiplicité que tu appelles, est-ce qu'elle n'existerait pas déjà dans les suppléments maison? Enfin, je ne connais pas du tout l'univers nordique pour Donjons et Dragons, donc c'est une vraie question à part ça. Est-ce que Alors, ouais, c'est une bonne question, mais c'est difficile parce que là, il faut vraiment aller ensuite du côté des joueurs, du coup, étudier leur production. Donc ça, j'ai pas encore eu le temps de le faire, mais ce qu'on sait, ou ce qu'on voit en tout cas autour des tables, c'est qu'en fonction du maître de jeu qu'on a, qui est plus ou moins connaisseur d'un univers, où on parlait aussi des joueurs qui sont connaisseurs d'un univers, il va y avoir des formes de médiation et des choses qui vont apparaître. Alors, moi, je l'ai beaucoup vécu de jeux autour de l'univers de Tolkien, c'est-à-dire que suivant ce que le MJC, de tout ça, il va pouvoir intégrer des touches personnelles et créer de la variété. Donc des gens qui sont très renseignés sur les sources. Et moi, pour le coup, ayant discuté à des gens qui jouaient à un jeu qui s'appelle Yggdrasil de 7e cercle, qui est basé sur les mythes nordiques, je voyais bien en parlant avec certaines personnes qu'en fait, elles s'en fichaient un peu de ce qu'on savait sur les sources. Voilà, elles suivaient le jeu, elles suivaient la manière dont c'était présenté, de manière cohérente, etc. On donnerait ça à un scandinaviste, je pense que ça serait différent. Moi, j'aurais maîtrisé sûrement Yggdrasil d'une manière différente. Donc, effectivement, ça dépend des connaissances des gens, de leur intérêt, ça, c'est sûr. Après, je n'ai pas encore fait de travaux sur la réception précise dans Donjons et Dragons. Ce que j'avais vu, par contre, aussi sur les jeux en ligne, comme j'avais travaillé sur Age of Conan, c'était que des gens qui connaissaient très bien Howard, l'histoire, du coup, s'appuyaient sur ces connaissances-là pour faire du roleplay, donner des noms à leurs personnages, etc. etc. Donc c'est ce réinvestissement de connaissances externes au jeu dans la pratique, et du coup, avec la variété que ça peut impliquer, parce que chacun a des connaissances différentes, on le retrouve dans les pratiques de joueurs. Voilà. Mais effectivement, une piste, tout le côté réception, une piste à explorer. Ouais. Ça rejoint exactement cette question. C'est sur l'appropriation par les joueurs de cette évolution en fait, temporelle à travers les différents éléments. Ça, parce qu'on sait que globalement, lorsque les joueurs peuvent s'approprier des choses et en discuter entre eux, alors, moi j'ai vu pour un jeu vidéo, du coup on s'approprie vraiment la chose et lorsqu'il y a une incohérence dans le monde qui est organisé, qui est donné, et ben ça va être pointé, ça va être critiqué, discuté et voire même théorisé pour anticiper les prochains ouais. Mais ça, moi, c'est un truc que je trouve super intéressant, c'est cette volonté de cohérence toujours. On veut donner du sens, c'est aussi mettre de la cohérence dans tout ça. Et c'est intéressant parce que les théories de Blumenberg sur le mythe, alors ça va beaucoup plus loin que ce que j'ai pu présenter aujourd'hui, mais ça renverrait à peut-être des terreurs anciennes. Mais en fait, le mythe, c'est une manière de dépasser ça. Et en donnant des noms sur les choses, en organisant le monde, notamment par la parole, par du texte, par du récit, on lui donne du sens. Donc c'est bien là, on est dans cette... plus ça se transmet, plus en fait on s'éloigne de cette terreur originelle d'un espèce de vide, ou de chaos, en le maîtrisant, notamment à travers la parole. Et du coup, c'est des choses qu'on retrouve, donc peut-être même fondamentalement dont l'humain a besoin,
c'est-à-dire de mettre de la cohérence dans le monde qui l'entoure. Et c'est là où c'est, je pense, intéressant de tirer la ficelle du chaos. Alors ça pourrait être pour Lovecraft ou d'autres, mais voilà, essayer de montrer de la variété, de montrer que tout est différent, montrer que des interprétations sont différentes. Voilà, d'avoir un PNJ qui va nous dire voilà, Odin il est comme ça, enfin, je prends l'exemple des mythes nordiques, et puis il y a un autre qui nous dit mais non, Odin il est comme ça, enfin, c'est pas ça, c'est le fils de truc, mais non, lui c'est un géant, enfin voilà, et puis qu'est-ce que les joueurs pourraient faire de ça, et où est-ce que ça pourrait les amener justement, et à réfléchir à cette variété, puis de manière plus générale, moi j'aurais envie de dire des réflexions sur la culture, le contexte dans lequel les choses évoluent, la manière de représenter, etc., etc. Donc ça peut dépasser, après ça c'est parce que je suis chercheur en sciences sociales, j'ai des choses que j'essaye de montrer, mais voilà, je pense que ça peut, c'est une vraie réflexion que j'aurais sur la manière de construire des mondes. Merci beaucoup pour votre intervention qui était vraiment passionnante sur chaque point. Merci. Je me demandais à quel point cette réécriture, si on peut dire, enfin disons cette réimportation du panthéon scandinave dans les jeux de rôle a pu avoir un impact sur les croyances contemporaines, notamment dans tous les mouvements ésotériques dont on peut avoir de façon contemporaine. Alors je ne sais pas du tout si vous pouvez me répondre, mais parce que je me rends compte que dans les mouvements ésotériques, en fait, généralement, il y a tout un courant scandinave, notamment en Europe, qui est plutôt bien implanté. Et assez souvent, on va en fait proposer dans ces mouvements-là, que ce soit dans les ouvrages de vulgarisation, si je peux dire, de la croyance ou dans les pratiques des gens, on va avoir cette idée d'un panthéon scandinave très implanté. Et je me demandais du coup à quel point le jeu de rôle pouvait avoir conditionné ou popularisé ça en fait dans ces croyances-là. Alors je vais faire une double réponse à ça, parce que alors, sur un plan personnel, moi, mon premier dictionnaire de mythologie ou encyclopédie de mythologie, en fait, c'était l'ouvrage de Donjons et Dragons, Mythes et légendes pour ADD2. Et en fait, quand j'avais 14 ans et que j'avais des trucs, quand je voulais savoir un truc sur Odin ou n'importe quoi, je prenais mon manuel de jeu de rôle, parce que je me dis, ça doit être juste, enfin, je ne me pose pas plus de questions que ça. Donc effectivement, ça peut avoir une influence, tout comme je pense que le jeu de rôle Cthulhu est une introduction ou participe à donner des connaissances sur les œuvres de Lovecraft. Bon. Maintenant, après que j'ai passé quelques années à faire des études scandinaves, on se rend bien compte que c'est des choses qui existaient quand même déjà avant, cette vision panthéonique qui a beaucoup été diffusée dans des ouvrages grand public. C'est cette vision-là qui prédomine quand même dans la culture je veux dire, populaire, ou même au-delà de ça, dans la culture en général, qu'on retrouve même chez Marvel, au cinéma encore récemment, genre Odin, père de Thor, etc. Donc cette hiérarchie, elle est présente là aussi. Donc voilà, ça va bien au-delà de ça, cette vision panthéonique, elle est très très présente. Moi, j'essaye de la déconstruire aussi à chaque fois que je peux faire des interventions. Mais effectivement, une porte d'entrée, enfin le jeu de rôle peut être une porte d'entrée vers cela, même via d'autres jeux. On parlait du Yggdrasil, il y a actuellement un univers qui est en préparation qui s'appelle Einherjar pour DD5, donc un cadre de campagne, je crois d'ailleurs que c'est des Français qui le font, donc il va sûrement contribuer à diffuser encore et toujours ces mêmes représentations, et il y a des gens qui vont arriver par là, et je veux dire, en même temps, c'est dommage, mais en même temps, c'est normal. Tout le monde fait pas des études scandinaves en tant que médiéviste, et puis va étudier ça. Donc, c'est bien, parce que comme ça, on a encore du travail. Mais ce que je voulais dire, voilà, c'est une porte d'entrée. Le jeu de rôle, c'est une porte d'entrée parmi d'autres, comme peuvent l'être les comics. D'ailleurs, dans les comics Marvel de Thor, pendant toute une période, relativement au début, parce que c'est dans les années 60 que Thor apparaît, mais après, rapidement, ils vont rajouter à chaque fois une petite histoire à la fin, qui est une reprise d'un récit scandinave. Donc en fait, c'est pas Thor aujourd'hui, c'est les récits médiévaux remis en scène. Des fois aussi, c'est des contes, alors ça dérive au bout d'un moment quand ils ont fini avec la matière nordique, mais ils vont essayer de présenter la version historique, entre guillemets,
des récits scandinaves. Donc ça peut aussi passer par là. C'est-à-dire que les gens qui ont lu ces comics à ce moment-là, ils se disent ah bah c'est cool, bon j'ai la version Thor que j'aime bien, qui est je sais plus si c'est à New York ou autre, mais voilà, qui est là. Et puis à la fin le petit point historique, mais c'est les cités d'or, hein, le point documentaire à la fin que j'adore. Hein, je suis grand fan des cités d'or, mais c'est le petit moment pédagogique de la fin. Ah, c'est pareil. Et moi, je connaissais non plus rien aux Incas ou rien aux Mayas. Enfin, bon, je regardais les cités d'or. C'était ça, quoi. Enfin, aujourd'hui, j'en sais un peu plus. Mais je trouve ça assez. Enfin, je crois qu'on l'a dit à un moment ce matin. Ça peut être des belles portes d'entrée. En fait, il faut que ça crée. Toi, tu le disais pour la littérature shakespearienne, peut-être. Hein, ça va provoquer une envie. Et je pense que c'est ça qui peut être chouette aussi. Jouer là-dessus, c'est garder à l'idée que c'est pas, ça n'a pas une valeur historique souvent très importante, hein, c'est une représentation parmi d'autres, mais ça peut engager les gens à aller et à pousser plus loin. C'est d'autant, pardon, je me permets, mais c'est d'autant plus intéressant, et on le verra cet après-midi ou demain, cette idée d'amener vers, c'est les méta-analyses sur les apports didactiques du jeu en général tendent à montrer que d'un point de vue aspect cognitif, donc apprentissage en tant que tel, le jeu il fonctionne bien, c'est chouette, ça marche. Mais sur l'aspect motivationnel, motiver l'étudiant à revenir sur la matière qui lui a été enseignée, le jeu, en tout cas les articles se concentrent sur les serious games, ne marche pas plus qu'un enseignement standard. Or, je pense qu'on peut poser l'hypothèse qu'avec le jeu de rôle, avec cette mise en intrigue, ça peut justement avoir ce côté motivationnel en plus. Gaspard, Oui, je m'interrogeais en t'écoutant, Laurent, sur la possibilité qu'il existe, sur la base de cette littérature-là, un mode spécifique de, j'ai envie de dire de storytelling, je ne sais pas vraiment le bon terme, mais de construction ou de réaction par rapport aux constructions données d'une intrigue, d'une partie de jeu de rôle, qui se différencierait d'un substrat mythologique non nordique, je parle par exemple celte ou je sais pas, phénicien, ou c'est égal comment, et je sais pas, tel que je pourrais imaginer dans certains types de transformations plutôt que d'autres, dans certains types d'échelles, il y a des géants, il y a des nains, et est-ce qu'on peut acquérir au fil de la connaissance qu'on peut avoir des parties qu'on fait sans avoir de connaissances encyclopédiques sur la question, une sorte d'habitus de la manière, d'une manière particulière, c'est propre à ce genre-là, de raconter des histoires ou de tomber dans une série de topoi comme ça. Je me demande si c'est Alors, pour les textes nordiques particulièrement, je ne sais pas. Plutôt mythiques, on va dire. Pour les textes mythiques, je ne sais pas encore, ça, je n'ai pas trop. Par contre, ce qui me semblerait intéressant, c'est d'aller du côté des sagas, qui ont un style littéraire très particulier, très direct, peu descriptif, en fait, plus aussi peut-être à la forme de certains romans. Et puis ça me fait penser un peu au pulp aussi, qui sont des choses un peu, justement, directes. On est directement dans l'action. Dans les nouvelles pulp. En fait, je me demande s'il n'y aurait pas quelque chose à faire justement sur le style des sagas ou d'une manière de raconter qui serait un peu plus propre à ça, comme ça, d'être dans l'action, d'être dans le fait qu'on fait quelque chose, toujours, voilà, moins descriptive et peut-être en reprenant des systèmes un peu pulp, ça permettrait de mettre en scène ça serait à tester. Mais c'est plutôt de ce côté-là que j'irais. Après, pour les textes mythiques à raconter, faut voir aussi les histoires que vivent certains dieux, ça serait presque des choses qu'on pourrait mettre en scène, parce que c'est pas forcément des grands pouvoirs qui montent, surtout face aux géants, où ils sont à peu près équivalents. Parce qu'ils résolvent des énigmes, où ils se font avoir d'ailleurs par la magie des géants, qui souvent sont plus puissants en termes de magie, d'illusion.
Des fois, ils se font kidnapper, ils se font voler leurs objets. Hein. Il y a la fameuse histoire du vol du marteau de Thor, où il se retrouve impuissant. Il est obligé même de se déguiser en femme. Donc ça, c'est aussi... on pourrait faire une analyse freudienne là, très, très bonne là-dessus. Donc il est obligé de se déguiser en Freya pour faire semblant d'aller se marier avec le géant et en fait récupérer son marteau à ce moment-là et puis du coup voilà, se défoncer tout le monde. Voilà, donc il y a quand même ce type de rencontres-là peut-être qui peuvent être mises en scène en tant que scénario, quoi. C'est l'opposition de deux camps et de qu'est-ce qu'on se fait comme sale coup les uns aux autres. Je voulais reprendre alors déjà toutes les louanges des autres intervenants et revenir sur le travail de Coralie David sur ce qu'elle appelle les constructions d'univers en briques apparentes. Ce que tu montres bien finalement à travers ces panthéons qui ont quasiment une structure similaire. Alors, je regardais tout à l'heure sur Science Fiction, je sais pas comment, enfin le jeu de chez Whitecroft. Ouais. Qui reprend aussi donc, la possibilité de jouer des panthéons. Et là, on a des visuels où ils sont tous pareils. C'est-à-dire que le panthéon vaudou, ils sont une demi-douzaine, etc. Et après, tu vas avoir le panthéon nordique où ils sont comme s'il y avait une espèce de photo de famille, une structure, et qu'on comparait des équipes de foot. Quoi. Ouais, c'est exactement ça. Et donc, on en parlait, le supermarché des dieux. Quoi. Ils seraient dans les mêmes rayons, simplement avec des maquillages différents. Et en fait, je me demandais, est-ce qu'on peut, dans une logique de manuel de jeu de rôle, échapper complètement à ça? Parce que ce que montre très bien Coralie, c'est que le travail de création du jeu consiste à dénarrativiser le matériau pour en faire justement quelque chose de modulable, parce que personne n'a envie de jouer exactement le scénario d'une légende. Il va falloir toujours scénariser quelque chose de différent. Si c'est le vol du marteau de Thor tel qu'on le trouve déjà dans les textes, alors, sauf si on a une table qui n'a jamais vu, dans ce cas on est plagiat. Mais l'idée d'avoir des parties scénarisées et un renouvellement des parties contraint en partie à sortir des personnages qui sont avant tout des créateurs narratifs de cette gang-là. Et après, est-ce que tu connais des moyens dans Donjons et Dragons ou d'autres jeux de préserver justement la saveur spécifique? Est-ce que les jeux très multi-panthéons écrasent systématiquement, alors que des jeux qui seraient plus dédiés, type Yggdrasil, seraient davantage dans le respect? Est-ce qu'on a un moyen de respecter justement le caractère pas tout à fait bétonné de ce système en briques apparentes? Alors, ce qu'il y a de plus proche, c'est pas dans, je pense, dans Donjon, parce que là, au contraire, c'est des catalogues de monstres, des machins très fixés, ça fait partie du jeu. Par contre, dans la version Trail of Cthulhu, il donne à chaque fois, pour les différentes entités, en fait, différentes explications issues de différents auteurs. Et voilà les différentes manières de les interpréter. Puis si vous donnez ces interprétations différentes, je trouve que Trail of Cthulhu, pour la mise en scène justement de ce chaos universel, et donne des bonnes astuces pour ça. Hein. Et justement, donner différentes origines, différentes manières de jouer ou différentes manières d'influencer, et qui peuvent changer suivant sur qui on tombe. Et là, il y a des mécaniques, à mon avis, à reprendre. On pourrait faire, en fait, en gros, la liste de toutes les différences, pour chacun, et puis dire, bah voilà, piochez là-dedans au moment où vous voulez, ou quand vous le voulez, ou quand ça apparaît, ou attribuez-le peut-être à différentes personnes, etc., pour faire vivre cette variété, de voir les choses. Et ça, je trouvais que c'était pas mal. Dans Trail of Cthulhu, c'est comme, ils ont d'autres mécaniques un peu intéressantes pour faire jouer la folie, en disant qu'en fait, c'est pas à la personne qui la joue qu'on va le dire, en fait, on le fait jouer à tous les autres. Dès qu'il parle, regardez-le un peu bizarrement, comme s'il disait n'importe quoi, mais du coup, c'est la personne qui est dans le personnage qui va se dire, mais pourquoi ils me regardent tous bizarrement? Est-ce que je dis des conneries? Enfin, voilà, et ça permet à la personne qui est folle d'avoir une expérience un peu bizarre par rapport au reste de la table. Donc ça, c'est marrant, mais je pense qu'il y aurait peut-être, sous cet angle-là, des choses à reprendre. Donc, et en fait, quand on a, alors là, cette fois, pas les mythes et légendes du monde de Larousse, hein, mais des travaux, des dictionnaires un peu de chercheurs qui sont faits pour montrer la variété,
On peut déjà repartir de là en disant, bah voilà, dans tel poème, Odin, il est comme ça, dans telle source, il est comme ça, dans telle source. Bah, est-ce que c'est un homme qui a été divinisé ou est-ce que c'est une puissance qui est là depuis les origines? Parce que l'interprétation éphémériste qu'on a, soit au tout début de l'Edda en prose, soit dans l'histoire des rois de Norvège de Snorri, donc en fait, on nous dit que tous les dieux nordiques, au départ, c'est des hommes, mais avec le temps, enfin, les autres hommes en ont fait des dieux, ils les ont portés au niveau de Dieu. Du coup, c'est pas la même chose que ce qu'on va avoir dans la partie de l'Edda en prose qui nous dit que Odin, c'est le petit-fils de Bur, de Bori, et qu'il a tué avec ses 2 frères, ils ont tué Ymir, le géant originel, qu'ils ont créé le monde avec son corps, voilà, qu'ils ont fait les nuages avec son cerveau, etc. etc. Du coup, là, déjà, on a 2 origines pour le dieu qui sont différentes. Tu vois, et ça, je pense qu'on pourrait en faire voilà, je m'y suis pas mis encore. D'ailleurs, enfin, moi, de toute façon, je ne suis pas du tout créateur de jeux. Je pense, on peut comprendre comment on fait des univers, mais c'est pas. Moi, j'aime bien étudier les gens qui jouent ou les gens qui font des jeux. Voilà. C'est pour ça que c'est plus des pistes que j'en sais un peu. Peut-être que j'essaierai, on verra. Je me permets de vous inviter à poursuivre ces discussions autour d'un repas. En tout cas, merci beaucoup pour ton intervention. Merci encore pour l'invitation. Merci beaucoup aussi de vos retours enthousiastes sur chaque conférence.